J'appelle la communication suivante du docteur Koual sur formation des jeunes chirurgiens, chercheurs à l'intégrité scientifique et qui est chirurgienne gynéco, à l'hôpital Georges Pompidou. Merci. Bonjour à tous. Donc, je remercie l'Académie de chirurgie et également la Fondation de l'Avenir pour cette invitation. Quand j'ai reçu la sollicitation, je ne m'attendais pas vraiment. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai été invitée. En fait, j'ai fait au cours de ma thèse de sciences un petit projet, justement dans le cadre de la journée de formation à l'école doctorale organisée par monsieur Christian Hervé. On a reçu un appel à projet et il nous proposait en tant qu'étudiant doctorant de s'intéresser à cette question et de présenter un travail de son choix sur ces questions d'intégrité scientifique au cours de cette journée. Et il y avait un petit prix à gagner, donc j'ai gagné le superbe livre rouge et ça a donné lieu à une publication. Et en fait, ce que j'ai présenté, la diapo suivante. Ce que j'ai présenté, donc là c'est juste un petit rappel de pourquoi j'ai fait cette étude. Donc à ce moment-là, j'étais aux États-Unis, je faisais ma deuxième année de thèse et j'ai tapé sur le site de Boston University, intégrité scientifique, et je suis tombée sur beaucoup de contenus, beaucoup de formations en ligne, beaucoup de MOOC, et je suis allée sur le site de ma faculté, j'ai pas trouvé grand-chose et je me suis dit je vais proposer une étude pour voir qu'est-ce qui se fait en France en 2017 et est-ce que les écoles doctorales se sont emparées du sujet ou pas. Comment ça se fait que je suis en deuxième année, j'en ai pas encore entendu parler. Et accessoirement, j'étais médecin et je me suis dit, j'en ai pas non plus entendu parler pendant mes études de médecine, trop de ces questions qui pourtant sont longues. Là, c'est juste les textes qui ont été rappelés, donc la déclaration de Singapour avec les 4 grands principes et les 14 points à respecter en recherche donc de 2010. Il y a eu ensuite la charte de déontologie des métiers de la recherche qui avait été signée par les doyens en 2015, puis le rapport Corvol en 2016, qui rendait pas obligatoire, mais qui confiait cette mission de formation à l'intégrité scientifique et à l'éthique aux écoles doctorales. Parfait. Et donc, j'ai fait une enquête en ligne de façon assez simple. J'ai trouvé les coordonnées des écoles doctorales françaises sur le site du ministère et j'ai envoyé un questionnaire avec un rappel. Il y avait 273 écoles doctorales concernées et les questions étaient: y a-t-il une formation? Est-elle obligatoire ou pas? Quelle est la forme? Quel est le format? Quel est le pourcentage de participants? Et est-ce qu'il y a une évaluation à la fin? Et est-ce qu'il y a un suivi au cours des différentes années de doctorat? J'ai reçu 55 réponses, dont un certain nombre qui étaient au nom d'un collège doctoral. Et donc en fait, ça représentait 56% de taux de réponse. Donc c'était quand même un reflet de ce qui se faisait en France à ce moment-là. Il y avait toutes les spécialités représentées, donc 30% biologie santé, et c'est à peu près la répartition des écoles doctorales en France. Pour la synthèse des résultats, j'ai été très agréablement surprise de voir que 93% des écoles doctorales proposaient du contenu, en tout cas avaient intégré dans leur formation des sujets et une formation spécifique. Et les quelques écoles doctorales, et notamment c'était les DOM-TOM, qui n'avaient pas encore mis en place de choses, avaient quand même conscience que ça existait, conscience qu'il fallait mettre ça en place et proposer à leurs étudiants de s'orienter vers d'autres facultés. Notamment à l'époque, il y avait la faculté de Bordeaux qui était très avancée, qui avait un enseignement en ligne, et donc les doctorants des 7% qui n'avaient pas de formation étaient quand même orientés vers des offres externes. Pour ce qui était de la type de formation, c'était réparti 1/3 de formation en ligne exclusive, 1/3 de formation en présentiel et 1/3 de formation mixte, donc présentielle et à distance. La durée de formation pour l'immense majorité, c'était entre 2 et 10 heures, et en fait dans l'analyse des verbatables, c'était plutôt 2 heures. Donc c'était plutôt un cours d'introduction. C'était obligatoire dans 75% des écoles doctorales, ce qui voulait dire que 25%, un quart, c'était pas obligatoire. Et dans la majorité des cas, par contre, il n'y avait pas d'évaluation, pas d'examen, pas de quiz et pas de suivi de ce qui était appris. Pour le contenu de l'information, c'était très focalisé sur l'intégrité scientifique. Donc les enjeux, les définitions, le plagiat, les manquements à l'intégrité, les préventions des inconduites, les duplicats scientifiques. Voilà. Il y avait par contre très peu de formations et d'offres de formation en éthique ou en déontologie, voire même pas du tout. Il y avait aussi
dans les réponses, ce qui revenait beaucoup, c'est on a une école doctorale, on a plein de domaines différents et nous, on ne peut pas faire de formation spécifique. On a des archéologues avec des médecins, avec des biologistes, avec du droit, et donc ce n'est pas possible pour nous de faire quelque chose de spécifique. Donc plutôt une culture autour de l'intégrité scientifique et puis des clés pour son PhD. Dans l'analyse des textes libres, il y avait quand même une bonne prise de conscience de cette nécessité de former les chercheurs de demain. Il y avait aussi de souligner, et je remets le contexte, c'est en 2017, donc le rapport Corvol venait de sortir, le manque de formateurs. Beaucoup d'écoles doctorales nous disaient, mais nous en fait, on veut bien faire des formations, mais on n'a pas non plus de personnes qui se sont saisies du sujet dans notre faculté, donc on est en collaboration avec un certain nombre de personnes, mais ce n'était pas encore très aussi démocratisé en tout cas. Et beaucoup avaient pour souhait de renforcer cette formation et notamment de mettre en place des MOOC, des vidéos en ligne et de s'ouvrir un peu vers le numérique. Et quelque chose qui, je pense, est assez efficace, c'est d'impliquer plus les doctorants. La preuve, je me suis impliquée en faisant cette étude et je suis aujourd'hui devant vous pour vous parler de la suite. Et il y avait aussi souligné qu'il n'y avait pas de formation en anglais et que quand même dans les écoles doctorales, on accueillait un certain nombre d'étudiants internationaux. Donc en conclusion et de façon globale, c'était quand même des résultats très satisfaisants qui montraient une bonne prise de conscience de ces enjeux de formation en intégrité scientifique. Il y avait aussi beaucoup de gens qui soulignaient dans leur réponse la nécessité de former aussi, ou en tout cas de mettre à jour les chercheurs dans les laboratoires à propos de ces questions qui étaient aussi émergentes dans les laboratoires, la nécessité d'impliquer les directeurs de thèse et les encadrants au quotidien aussi dans leur formation à ces questions, et notamment par exemple de valoriser les étudiants en leur donnant leur place de premier auteur quand ils avaient fait l'essentiel du travail. Et il y avait aussi un souhait de mettre en place cette formation de façon plus précoce, pas le côté licence, encore une fois, par rapport aux ressources, mais au moins dès le Master 2. Où en sommes-nous en 2023 ? Donc là, j'ai fait un peu une mise à jour pour me dire où est-ce qu'on en est depuis 2018. Il y a eu d'abord le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques publié en 2021 qui cite cet article que j'avais publié en 2018 et qui montre qu'il y a des efforts qui sont en cours et qu'il faut continuer. Et est entré par arrêté du 26 août 2022 le serment de soutenance. Et j'ai eu la joie de voir une étudiante qui a soutenu en avril 2023 prononcer ce serment. Et c'est vrai que c'est quand même un moment, nous qui passons notre thèse de médecine, qui prononçons le serment d'Hippocrate, en fait ça donne un peu une valeur, je trouve, au respect de ce serment. Il y a aussi, je pense, en tout cas c'est un avis peut-être personnel, mais beaucoup plus de prise de conscience dans les laboratoires. Donc là, j'ai juste mis un exemple de ce qui est affiché dans mon laboratoire, et c'est des iconographies de l'INSERM. Et c'est des grandes affiches qui sont donc à disposition de tous les étudiants et qui ont été assez démocratisées, en tout cas à l'INSERM. Qu'est-ce qu'une activité de recherche intègre ? Comment reproduire mes résultats ? Je ne retrouve plus mes données brutes. On m'a oublié dans les publications alors que j'ai travaillé. Et voilà, c'est des espèces d'outils avec en plus, en bas, les référents de l'INSERM ou de l'Université Paris-Cité à contacter si on a des questions. Dans la formation master de recherche sciences chirurgicales, j'ai interrogé mes étudiants, donc c'est un master qui est très suivi par les chirurgiens. Ils commencent à avoir aussi, en tout cas dans leurs cours, plutôt de la méthodologie, de respect d'un certain nombre de règles de publication, mais il n'y a pas de formation encore au sens propre en intégrité scientifique. Il y a par contre au niveau national une bonne diversification des contenus. J'ai retrouvé plusieurs MOOC, 3 en l'occurrence, des tables rondes, des journées qui sont en feuilletant un peu les plannings des différentes écoles doctorales qui sont plus larges, beaucoup sur une journée, avec une participation active des étudiants qui est souhaitée. Et dans notre pratique au quotidien en tant que chirurgien, je me suis demandé est-ce qu'on pouvait aller plus loin encore. Donc on a déjà le code de déontologie médicale, les questions qui doivent être traitées selon moi dès le Master 2. On a cette formation au cours du doctorant, donc qui est finalement bien appuyée en France et qui est en train de se renforcer. Au cours de ma formation et dans l'exercice de la recherche dans les hôpitaux, j'ai découvert quand je suis arrivée chef de clinique qu'on doit faire cette formation des personnels des sites investigateurs aux bonnes pratiques cliniques.
Et en fait, c'est sur le site du GIRSI. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend en faisant le module en ligne, qu'on ne voit pas forcément avant et qui sont tout à fait nécessaires, que ce soit pour les consentements, l'archivage des différents documents en termes de recherche, etc. Donc ça, j'ai vraiment découvert sur place, mais il faut le mettre à jour tous les 3 ans, donc ça nous permet aussi de se former au quotidien. Je m'interroge sur la pertinence d'une formation spécifique pour les chirurgiens. On va parler après, c'est je pense ma dernière conclusion, tout ce qui est innovation, comment mettre en place l'innovation en chirurgie, où c'est un peu particulier, la place des patients. Quand on écrit un protocole de recherche, maintenant il y a beaucoup d'associations de patientes qui sont sollicitées pour donner leur avis, pour savoir si elles trouvent ça acceptable d'être divisées en 2 groupes et d'être comparées, que ce soit en termes de traitement ou de proposition, et encore plus, je pense, quand c'est un geste chirurgical ou une randomisation entre telle ou telle chirurgie. J'ai fait un point aussi d'attention particulier pour ce qui est toute publication, on en a beaucoup parlé, et en particulier pour les jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs comme moi. Vous connaissez tous le principe des SIGAPS, qui sont extrêmement importants pour pouvoir être nommés maître de conférence ou professeur. Et c'est assez facile maintenant, quand on publie un article, on reçoit 10 mails pour publier un équivalent, un plagiat dans une revue prédatrice. Pour certaines qui sont quand même bien classées, qui sont pourtant bien étiquetées, mais qui sont des rambées, qui rapportent un certain nombre de points aux auteurs. Et le docteur Louise Benoît, qui est mon étudiante en médecine et qui a fait, mon étudiante en thèse, qui a fait les mêmes travaux que moi dans le cadre de la même journée de l'école doctorale, a publié un article sur justement cette course au point SIGAPS et cette course aux publications, en particulier en chirurgie, parce qu'on a aussi des revues scientifiques qui sont à impact factor moins élevé, et donc c'est un peu plus difficile de monter ces points dans la spécialité chirurgicale. Donc vraiment méfiance par rapport à ça. Et en conclusion, je dirais qu'il faut intégrer toutes ces questions une fois qu'on est sensibilisé et qu'on est formé, ce qui va être le cas dans le futur pour tous les chercheurs chirurgiens au quotidien avec ces étudiants, que ce soit les étudiants en médecine très tôt ou les étudiants encadrés dans leur recherche. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Coal, pour cet état des lieux, qui est quand même relativement rassurant, puisque j'ai noté qu'il y avait dans les écoles doctorales 93% où on enseignait l'intégrité scientifique, ce qui est quand même un chiffre intéressant et encourageant. Je pense que les plagiats n'existent plus. Moi, j'ai fait... Henri n'a pas l'air d'être d'accord. Ah non, mais moi, j'ai quand même une histoire extraordinaire. C'est qu'il y a une dizaine d'années, j'ai reçu un thésard qui avait fait un copier-coller d'une thèse que j'avais déjà présidée. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais j'ai déjà lu quelque part ce texte. Et en recherchant, c'était copier-coller. Il y avait quelques chiffres de changer. Et je pense que ça n'existe plus quand même. Si. Il y a quand même, si je peux me permettre, il y a quand même des logiciels, en fait, quand on encadre un doctorant, systématiquement, et l'encadrant, le directeur de thèse doit signer, valider. Il y a un pourcentage qui est 5% retrouvé sur Internet, etc. Donc je pense qu'il y en a beaucoup moins. Ça, je trouve que c'est quand même rassurant, parce que, et je pense qu'autrefois, l'intégrité scientifique était peut-être un peu plus élastique. Professeur Lemay. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très dense. Vous soulevez beaucoup de problèmes qui se mélangent parfois quand même avec des choses qui sont un peu du grand public. C'est vrai que quand on parle, vous dites les associations de patients, vous pouvez très bien les faire intervenir, mais vous voyez tout de suite que ça peut avoir des effets pervers assez dramatiques, où vous embarquez dans des projets qui ne sont pas des projets sans objectif particulier, parce qu'il faut faire suivre une certaine mode du moment. Donc il faut garder un peu de distance aussi quand on veut, enfin je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais l'éthique aussi, c'est aussi vis-à-vis de soi-même, ne pas s'engager parfois trop dans certaines choses, vouloir à tout prix correspondre au moment présent où il faut être à peu près, cocher toutes les cases sur tous les tableaux. Mais c'est une question qui se pose véritablement. C'est assez ambigu. Enfin, vous avez essayé un peu de... En fait, dans la rédaction de projets européens, c'est vraiment dans des projets de recherche. Moi, je fais de la recherche fondamentale. Notamment, là, j'ai déposé un projet européen sur l'endométriose. Il demande spécifiquement, en fait, à ce que les patients puissent donner leur avis sur l'acceptabilité de cette recherche au niveau éthique. Voilà, il y a une ligne en disant il faut que ça puisse...
font vous-même, vous pensez que c'est quelque chose qui est parce que vous savez, ça c'est Oui. une routine automatique. Alors, je pense quand même que pour pouvoir avoir la confiance de nos concitoyens et de la société en général, de pouvoir les faire intervenir assez tôt et donner leur avis assez tôt, ça aide aussi à notre crédibilité et potentiellement aux inclusions dans les études. Peut-être aussi le fait de, en les interrogeant, de leur faire comprendre que c'est peut-être pas toujours aussi simple. Vous voyez, il y a, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, ces interactions, je vous pousse un peu dans ce sens-là, pour qu'à un moment donné, il y ait un retour d'information entre les deux, quelque part, il s'éclaire un peu sur ce qui peut peut-être parfois un peu théoriciser quand on est du côté du public, et que, bon, après, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça que l'histoire. Je crois beaucoup à ces interactions, à ces moments où les échanges se font dans les deux sens. On vous force un peu à le faire, mais quelque part, j'espère que les deux en bénéficieront à la sortie. Tout à fait. Madame Lelouvier. Oui, alors sur cette question, on essaye dans les fondations d'être aussi des lieux un peu de passerelle, hein, puisqu'on est financé par des donateurs qui sont potentiellement soit des aidants, soit des patients, hein, puisque pour la recherche médicale en général, l'acte de don se fait à 65 ans, qui correspond à peu près à l'acte des diagnostics un peu plus lourds. Donc on essaye de l'intégrer dans nos pratiques, mais voilà, j'ai éventuellement une question là-dessus sur la manière dont on pourrait mieux travailler ensemble. Et puis, ça fait la deuxième intervention qui est sur le sujet. Comment une fondation peut aussi aider à financer ces travaux sur l'intégrité scientifique ou cet accompagnement des chercheurs dans la formation peut-être plus spécifique dans les écoles doctorales sur la chirurgie, par exemple, ou dans certaines disciplines. Voilà, comment on pourrait aider à financer dans des DU ou autres ces questions-là, puisqu'on a une capacité de financement qui n'est pas incommensurable, mais qui peut être utile. Oui, c'est une question intéressante. Je pense qu'il faut, voilà, s'il y a une volonté de mettre en place une formation, et c'est à vous de l'Académie de chirurgie de me dire est-ce que ça pourrait être pertinent de monter une formation spécifique aux chirurgiens avec des spécificités en termes d'intégrité scientifique ou de déontologie ou d'exercice de la recherche pour un chirurgien-chercheur, ça pourrait être quelque chose dont on pourrait discuter. Doyen Koudane. Pour cette excellente communication. Alors il y a des aspects positifs. Effectivement, votre travail sur les écoles doctorales est bien sûr rassurant. J'allais dire que, eu égard au rapport Corvol et puis eu égard aussi aux dernières directives du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, où tout est prévu quand même, on peut se féliciter effectivement que les écoles doctorales dites labellisées dans les universités françaises se soient emparées du problème. Ça, c'est le côté positif. Alors, mon collègue et ami, le président Olivier Jardet, disait que finalement, le plagiat et l'autoplagiat n'existaient pas trop. Eh bien, écoute, malheureusement, non. En anglais, c'est le salami slice, c'est extrêmement connu, et comme vous l'avez très bien dit, c'est la course, pour nous, Français, au point SIGAP, c'est la course à l'index de Hirsch, j'en reparlerai. Pour les points SIGAP, c'est très très clair. Et vous parliez tout à l'heure, chère madame, de Hervé Maisonneuve, dans son dernier blog, si je puis dire, au niveau de notre Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique. Il y a un nouveau truc maintenant qui existe. C'est dans les revues à petit impact factor, c'est-à-dire des revues, on va dire, nationales qui finalement ne rapportent pas grand-chose. Ils ont trouvé le moyen maintenant de faire ce qu'on appelle des résumés synthétiques, c'est-à-dire de publier des livres qui, eux, rapportent beaucoup plus, dans lequel, évidemment, tout est copié-collé. Donc, il y a toujours des solutions, mais comment dirais-je, le copier-coller, pas intégralement à une thèse. Alors, il existe, bien sûr, et vous l'avez souligné, je vous en remercie, des logiciels, en particulier Authenticate, qui permettent aux universitaires, mais tous les directeurs d'écoles doctorales le savent bien. Moi, j'étais directeur d'une école doctorale labellisée à l'Université de Lorraine pendant 8 ans. Et bien que chirurgien, ça s'appelait éthique et droit de la santé. Mais je peux vous dire effectivement que sur le plan même conceptuel, comme le disait Christian Hervé, pour un chirurgien, finalement, se poser des questions éthiques, c'est peut-être plus intéressant que de courir au point SIGAPS. Et des chirurgiens étaient obligés
d'aller dans des laboratoires où ils allaient, je vais employer des termes chirurgicaux et vous m'en excuserez, branloter la membrane nictémérale du ragnoud, plutôt que de se poser des questions fondamentales d'éthique qui, dans leur comportement, étaient beaucoup plus intéressants. En tous les cas, merci madame. Merci beaucoup, professeur Benamou. Oui, une question concernant, finalement, est-ce que vous avez exploré les conséquences des fake news, en particulier des grandes revues comme le Lancet ou d'autres, qui se sont permises finalement de publier des choses avec la stature qui est la leur, et quelles ont été les conséquences? Est-ce que les directeurs des comités de lecture ont été sanctionnés? Est-ce qu'il y a eu une police finalement qui a fonctionné sur ces... Et il faut bien que quelque part les directeurs de thèse, les directeurs d'école doctorale qui couvrent finalement ces publications, il faut peut-être aussi leur chercher, demander des comptes en tous les cas. Je ne sais pas spécifiquement au moment du Covid, mais je sais que par exemple à l'INSERM à Paris-Descartes, il y a des commissions, et s'il y a il y a eu, en l'occurrence dans mon laboratoire, des suspicions d'articles, voilà, de données échangées, etc. Je sais qu'il y a des commissions, il y a des sanctions, et il y a quand même, Monsieur Hervé, vous pouvez peut-être compléter, mais il y a des choses qui sont mises en place maintenant, que ce soit pour faire remonter l'information ou pour mettre en place des sanctions, voire même des radiations de certains laboratoires. Professeur Koudane. Oui, je partage votre analyse, il y a effectivement des sanctions, ne serait-ce puisque tu citais le Lancet, puisque des études récentes ont montré que même dans cette revue prestigieuse à un impact factor extraordinaire, il y a environ 1% de publications qui sont apparentées à des faux et à des usages de faux. Alors le Lancet, bien sûr, les retire les auteurs des études bibliographiques et tout, ce qui est une petite chose. Pour reprendre l'INSERM, alors CNRS, je ne sais pas, mais au moins l'INSERM, il y a un certain nombre de collègues qui ont été suspendus provisoirement de leur fonction, par exemple, de directeur de l'équipe, parce qu'ils avaient été effectivement par les commissions d'enquête, enfin, ils avaient mis la main dans le pot de confiture, pour toute bonne raison, que vous avez parfaitement expliqué d'ailleurs. Et alors, je vous donnerai un exemple qui m'est arrivé, si je puis dire, du temps où j'étais doyen. On a un collègue, je ne donnerai bien sûr pas le nom de la discipline, ni rien du tout, mais en Cloire, comme dans tous les CHU, il y avait deux services qui faisaient un petit peu la même chose, et puis un avait fait passer une communication dans une revue prestigieuse en donnant des résultats, en utilisant, on va dire, un appareil, je n'irai pas plus loin, que l'autre n'avait pas. Alors évidemment, quand c'est paru dans une revue importante, à haut impact factor, le chef de service qui n'avait pas publié a demandé au directeur général, mais pourquoi lui il a l'appareil et moi je ne l'ai pas? Il dit, mais non, lui il n'a pas l'appareil. Conclusion, c'était des faux data. Alors, bien sûr, il a été retiré de la publication, etc. Enfin, c'était pas un chirurgien, mais enfin, tout peut se voir. Un chirurgien aurait pu faire la même chose. Alors, il a fallu bien sûr prendre une décision. Et à l'époque, j'étais doyen, et le collègue qui était PUPH avait fait une demande pour passer à la première classe. Enfin, il était donc seconde classe, passé à la première classe, et j'ai fait voter par le conseil restreint un avis négatif pour une durée de 2 ans. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Mais ça existe, voilà. Merci. Merci. Mon maître Laurent Sedel. Oui, juste une petite réflexion. Dans le monde daté d'aujourd'hui, il y a une histoire sur les matériaux supraconducteurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la médecine ou la santé, hein, il y a les physiciens de très très haut niveau, article paru dans Nature, et qui sont en train d'enlever. Ils retirent l'article en disant c'est pas valable à ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas si vous avez vu ce papier. Très intéressant. Moi j'ai participé à un comité de lecture d'une revue anglaise, British Journal of Bone and Joint, et je me souviens très bien, une des premières séances où j'ai été, ils avaient découvert sur un article que les images, alors ça avait été, c'est simplement les gens qui analysaient les articles, ils avaient vu qu'une des images correspondait à un article paru dans une autre revue, retourné, c'était à l'envers, alors on se passait ça, et évidemment la sanction, ça a été, il ne pourra plus jamais publier chez nous. Alors maintenant, il y a une petite réflexion encore, si je peux me permettre.
Il y a un problème de saucissonnage, comme tu dis. Il y a un grand problème, en fait, de l'évaluation des publications dans notre domaine, c'est-à-dire en médecine, en sciences et en médecine, qui est très très différent dans d'autres domaines. Moi, j'ai eu la chance, à un moment, j'avais une unité du CNRS, dont je participais aux évaluations dans le domaine des sciences pour l'ingénieur. Alors, dans le domaine des sciences pour l'ingénieur, il y a eu une réunion, et tous les directeurs de ces domaines-là, enfin, c'était très bien, très sérieux, et un type, on disait, celui-là, on va le nommer directeur de recherche. Alors, quels sont les arguments? Il a une lettre dans I3E il y a 3 ans, voilà, point. C'est tout ce qu'il avait publié sur 3 ans, quoi. Enfin, et moi, j'étais tout sidéré, quoi, quand je voyais le... Et ce que vous dites, c'est important, parce que c'est saucissonnage. En fait, on exige trop de choses. Il y a aussi l'effet Raoult, par exemple, qui publiait, nous on le savait déjà, ça faisait 20 ans qu'on savait qu'il publiait toutes les semaines un article. Bon, on disait... Bon, pas possible, quoi. C'est quelque chose qui ne va pas. C'était très connu du milieu scientifique. Et là, donc, il faudrait peut-être réfléchir sur comment ne pas privilégier un très bon papier bien sérieux, dans une belle revue, point, quoi. Et puis, ça peut suffire à passer maître de conférence. C'est une petite réflexion personnelle. Excuse-moi. Merci, Laurent. Merci, Madame Coal.